Merci beaucoup. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à la nutrition. Je me réjouis de partager avec vous quelques données. Alors, les professeurs Michetti a un petit peu empiété sur mon sujet, j'avoue. Non, je rigole. Alors, mais c'était... ouais, c'est bon. Je remercie aussi parce que on a une société, enfin on a plusieurs, je voulais juste dire que ces petits sigles un peu partout, c'est pas pour faire joli, c'est qu'on a des sociétés savantes en nutrition, c'est une formation approfondie de 2 ans. On se réfère à la Société francophone de nutrition clinique, on se réfère à la Société européenne de nutrition, on se réfère à la Société suisse de nutrition clinique et métabolique. C'est de là où, aux différents congrès, donc avec ces médecins avec qui j'ai beaucoup discuté, que je retire les diapos que je vais vous présenter. Alors, je vais prendre ça déjà, ce sera mieux. Hop là. Donc ça, ça a été effectivement déjà présenté par le professeur Michetti. C'est pour effectivement vous expliquer qu'on n'est pas dans une logique de causalité, mais on est plutôt dans une logique de multifactoriel. Et puis, pardon. Et comme ça vous a été aussi très bien présenté, c'est vraiment quelque chose de connecté. C'est vraiment des pièces de puzzle qui se mettent ensemble pour déclencher, pour induire cette maladie. Donc on a parlé de la génétique, on a parlé de la réponse immunitaire, on a parlé de cette fameuse dysbiose et de l'environnement. Et c'est vraiment ces pièces de puzzle-là qui vont à un moment donné se rencontrer pour que vous soyez symptomatique de cette maladie. Et comme ça avait été présenté on a regardé les migrants en fait. Et là, vous avez en bas, ce sont en fait des migrants qui sont allés à Londres, de Bangladesh à Londres. Et puis en fait, vous regardez que au début, en fait, dans les 2 premières années où ils sont arrivés à Londres, ça c'est le risque d'avoir une maladie de Crohn. Et 10 ans après, ils ont multiplié leur risque par 4. Donc en fait, vous voyez très bien que des patients qui viennent, enfin des patients, une population qui vient d'un pays de faible incidence augmente son risque au fur et à mesure du temps passé dans la zone pour acquérir le taux d'incidence du pays dans lequel ils habitent. D'où effectivement ces suspicions de tout ce qui se passe au niveau environnemental. Mais ce qui nous inquiète surtout, c'est que moi j'avais les données qu'au niveau des adultes, on arrivait un petit peu à des courbes qui se stabilisaient, mais au niveau des enfants, c'est 100% en fait d'une augmentation chez nos enfants. Il y a une augmentation du risque de la maladie inflammatoire du tube digestif chez nos enfants, pardon, autant de la prévalence, c'est-à-dire le taux global, que de l'incidence, c'est-à-dire le taux par an de nos jeunes qui vont développer une maladie inflammatoire du tube digestif. Donc il faut être très actif au niveau de nos jeunes. Donc l'incidence dans le monde, en Europe, c'est 2 millions de personnes atteintes. Plus de 15% des patients débutent avant l'âge de 18 ans. Donc c'est vraiment une alerte pour effectivement être proactif et essayer de prévenir dans la mesure du possible ces maladies chez nos enfants. On vous a parlé de tous ces facteurs environnementaux et moi je vais effectivement, donc il y a effectivement l'appendicectomie, facteurs psychologiques, vitamine D, anti-inflammatoires, antibiotiques, contraception, tout ce qui est immunité et d'autres facteurs parce qu'on n'a de loin pas identifié tous les facteurs impliqués dans la maladie inflammatoire du tube digestif. Le tabac, ça vous a été présenté, ça augmente le risque dans la maladie de Crohn, ça le diminue dans la rectocolite. On ne sait pas trop encore pourquoi. On évoque peut-être la nicotine, mais c'est encore quelque chose qui nous est encore inconnu. Et puis, ça, je vais vous présenter les résultats en fait, d'une étude de cohorte, 8 pays européens qui ont été donc une inclusion entre 91 et 99, 400 000 participants. Donc ce sont des volontaires sains d'âge moyen. On leur a fait un questionnaire alimentaire sur leurs 12 derniers mois.
Et puis, on a ajusté pour ce que l'on pense être les facteurs de risque pour éviter effectivement des biais. Donc, âge, sexe, IMC, statut tabagique, activité physique, apport énergétique, consommation d'alcool. Et entre 91 et 99, ils ont eu un nombre de cas incidents de 184 patients Crohn et 459 rectocolites hémorragiques. Et puis, ils ont fait un suivi prospectif de l'apparition de la maladie. Et en fait, ce qui est apparu, alors je vais vous expliquer, je pense que vous êtes tous, connaissez tous qu'on a le Nutri-Score, que vous voyez sur vos aliments que vous achetez à la Migros ou autre. Et en fait, c'est un Nutri-Score en continu. C'est-à-dire, et après on le transforme en lettres. Et en fait, le Nutri-Score, c'est le nombre de points A. Le point A, c'est les mauvais points. C'est les aliments pour une densité pour 100 grammes qui sont riches en énergie, en graisses saturées, en sucre et en sodium. Et puis, vous retirez les points C, qui sont, eux, les bons points. Et ce sont les aliments que vous achetez, fruits, légumes, noix, fibres et protéines. Et ça nous permet de faire, en fait, un score, ce Nutri-Score que vous connaissez. Et donc le Nutri-Score continu, c'est le FSA-NPS, qui va de -1, donc très bon score, jusqu'à 19. Et vous avez en haut les lettres, donc c'est A, B, C, D et E, en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Et puis, en fait, ils ont montré, si vous voulez, que si les quartiles, ça, je vous explique, c'est ceux qui consomment du moins au plus en fonction du score Nutri-Score. Et ils ont montré qu'une consommation élevée d'aliments de qualité nutritionnelle médiocre est associée à un plus haut risque de développer une maladie inflammatoire du tube digestif, risque multiplié par 2. Comme on vous a expliqué, le risque relatif, là, il est de 2,04 pour le quartile de la population qui a le plus mauvais Nutri-Score, donc le Nutri-Score E. Ensuite, ce que je peux vous représenter là sous forme de courbe, et ce qui est intéressant, et ce qu'on ne comprend pas encore trop pourquoi, c'est qu'il y a la courbe qui monte, donc en fonction du score, plus vous avez un score élevé, plus votre score nutritionnel est mauvais, plus le risque de développer une maladie de Crohn est élevé. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la courbe est plate pour la rectocolite ulcéro-hémorragique. Donc, est-ce que ça sera discuté avec nos gastros sur place? Est-ce que c'est vraiment une maladie différente? Est-ce que c'est la même maladie? En tout cas, entre le tabac et l'alimentation, je vais vous montrer, on n'a pas les mêmes courbes entre ces deux maladies. Alors, il y a eu en plus le score NOVA. Donc ça, c'est pour classer vos produits en transformés. Donc, à gauche, vous avez les produits nature que vous consommez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les produits non transformés, donc l'aliment nature. Ensuite, vous avez les produits que vous pouvez ajouter à vos aliments, l'huile, le beurre, le sel, le sucre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les aliments processés. Donc, les aliments processés, c'est le vert plus le jaune. C'est-à-dire que vous avez un aliment naturel auquel vous avez ajouté quelque chose qui existe. Donc, ça, ce sont des aliments transformés. Et la dernière case, en fait, c'est ce dont on parle, c'est les produits ultra transformés. Et ça, en fait, ce sont des aliments qui n'existent pas, qui ont été transformés par les industriels. Le score NOVA, en fait, va classifier vos aliments en fonction du vert, jaune, orange et rouge. Et puis, on a remarqué que, effectivement, une consommation, mais ça, c'est dans la population générale, d'un score NOVA élevé est associé à obésité, hypertension, diabète, maladie coronarienne, neurovasculaire et cancer. Alors, dans cette étude des Meyer, ils ont montré que, vous voyez en haut, donc ça, c'est les aliments non processés ou très peu processés, et ceux qui en consomment le plus, donc une consommation élevée d'aliments non ou peu transformés, est associée à un risque plus faible. Vous voyez le 0,57 là, c'est-à-dire que vous diminuez quasi par 2 le risque d'incidence de développer une maladie inflammatoire du tube digestif. Ensuite, ils ont regardé en façon du quartile justement la consommation de vos produits ultra transformés, donc la colonne toute de droite au rouge. Et là, eh ben, ils ont démontré que, le problème, c'est que là, ils n'étaient pas statistiquement significatifs. Donc, il y a une forte présomption, mais ce n'est pas encore démontré. Mais dans cette étude-là, je vous en montrerai d'autres.
Dans cette étude, ils ont aussi dressé un score inflammatoire, puisqu'on parle beaucoup d'inflammation, de stress oxydant, etc. Et en fait, ils ont donné à chaque aliment des scores inflammatoires. Donc de 28 aliments entre la consommation des biomarqueurs biologiques de l'inflammation. Donc ils sont allés mesurer les interleukines, TNF-alpha, etc., qui sont des médiateurs de l'inflammation, en fonction du score inflammatoire de l'alimentation. Et puis ils sont aperçus que, en fait, une alimentation hautement inflammatoire augmentait le risque de développer une maladie de Crohn. Ce qui vous est montré là, en fait, risque d'autant plus important que la consommation est basse entre les fibres, acides gras, vitamine C, magnésium, oignon. Là, ils essaient de commencer à différencier certaines molécules. Et quand on augmente l'augmentation de une unité du score, majeure le risque de 12% de maladie de Crohn. Et là, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous voyez en haut, il y a écrit fruits, légumes, légumineuses et pommes de terre. Là, ils ont regardé par aliment isolé si ça modifiait le risque de façon statistiquement significative ou pas. Et ils ont vu que les aliments isolés ne modifiaient pas ou peu ou non statistiquement significativement l'incidence de la maladie de Crohn. Par contre, ils ont vu que l'ensemble, fruits, légumes, légumineuses, pommes de terre, diminuer votre risque, puisqu'on est à 0,44, donc 0,44, ça diminue quasi de 2, le risque d'avoir une maladie de Crohn. Et en fait, ce qui je pense qui est important, c'est que vous compreniez qu'effectivement, il n'y a pas, et comme dans beaucoup de pathologies en nutrition, il n'y a pas un aliment magique, et c'est un pattern, c'est un phénotype d'aliment qui est à privilégier et pas un élément unique. Ensuite, ça, ce sont d'autres méta-analyses sur l'alimentation ultra-transformée qui est associée à un risque plus élevé de rechute. On est toujours dans la maladie de Crohn. Donc, ce sont des cohortes et vous voyez les deux courbes qui se séparent entre une consommation basse d'aliments ultra-transformés en vert et la probabilité et la survie sans rechute. Donc, vous avez une plus forte probabilité de survie sans rechute d'un maladie de Crohn si vous mangez moins d'aliments transformés que si vous mangez un taux élevé de produits ultra-transformés. Et là, vous avez donc le risque de rechute en fonction de certains aliments pris isolément, pain, pâtisserie, huile tartinable. Vous avez que là, vous avez les points à droite, donc vous augmentez les risques. Et puis là, ça modifie pas ou peu. Après, ils sont allés regarder cette association qui pourrait être bénéfique, donc qui est parue en 2025, donc c'est une étude très, très récente. Et en fait, ils ont vu que c'était surtout pommes, bananes, champignons, oignons. Donc, il y a deux hypothèses. Il y en a une qui semble peu probable, c'est que, en fait, quand vous mangez ces aliments-là, c'est que par derrière, vous avez une bonne hygiène de vie, vous mangez sainement, et donc c'est un biais parce que ça reflète juste un comportement alimentaire sain. Mais ce qu'ils pensent surtout, c'est que ces quatre aliments ont un point commun, c'est qu'ils sont riches, ce qu'on appelle en inuline et en pectine, qui sont des fibres solubles. Et donc, cette alimentation plus riche en fibres que d'aliments riches en fibres, et notamment en inuline et pectine, est une des pistes possibles qui pourrait être avancée. Donc, dans cette étude, ils ont conclu par le fait que la maladie de Crohn risque de diminuer si on a un régime méditerranéen, si on a une bonne qualité nutritionnelle avec le Nutri-Score, qui quantifie les acides gras, les lipides et les aliments non transformés, le score NOVA. Et le risque est augmenté si on a une alimentation plutôt inflammatoire et des aliments ultra transformés. Ça, ce sont des autres méta-analyses, parce que plus on a d'analyses et de méta-analyses qui nous démontrent la même tendance, plus on va vous donner avec conviction et force des recommandations. Donc, c'est une méta-analyse qui regroupe l'analyse dont je viens de vous parler, plus 4 autres. Donc, une méta-analyse en Europe, aux USA, UK Biobank et la dernière étude.
Et donc ça, vous voyez encore que, en fait, ce qui ressort de façon globale, c'est que le risque de maladie de Crohn et de RCH est diminué avec les fibres. Par contre, on a une absence de lien, mais attention, comme je vous ai dit, de chaque aliment pris isolément. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas l'aliment isolé que l'on doit considérer. Et ce sont ces genres d'études, et je vous présente des études, c'est parce qu'il y a 30 ans, on disait aux patients, il ne faut surtout pas manger de fibres. Maintenant, on vous dit, vous mangez, enfin, il y a quelques temps, on vous disait, vous pouvez manger de tout. Vous savez que vous ne pouvez pas manger de tout. Donc, nous, il faut qu'on fasse des études pour démontrer qu'est-ce que vous pouvez manger. Et qu'est-ce qui est favorable, autant dans la prévention que dans les risques de rechute et de réponse. Et ça, c'est encore une autre étude, parce qu'on essaie de cibler de plus en plus quel aliment prendre ou pas. Donc, c'est une étude populationnelle de 1000 participants. Et puis, donc, 5 cohortes, ils ont exposé les patients à des aliments ultra-processés, classification NOVA 4. Et puis, il y avait le groupe témoin qui, eux, en mangeaient moins. Et puis, en fait, ils ont vu que en fait, ceux qui avaient une consommation importante d'aliments ultra-processés augmentaient le risque de développer la maladie de Crohn, le odds ratio de 1,71. Par contre, on ne retrouvait pas d'augmentation du risque dans la colite ulcéro-hémorragique. Donc, comme on vous a expliqué depuis quelques... le professeur Mikiti vous a expliqué, effectivement, c'est qu'on essaie de faire le lien entre l'alimentation et la physiopathologie de la maladie de Crohn. Et puis, on sait que l'alimentation joue au niveau du microbiote, joue au niveau de l'épigénétique. Et ça, c'est une science nouvelle, mais pas si nouvelle que ça. C'est l'épigénétique, c'est quoi? C'est la phase C si vos gènes vont s'exprimer ou pas. Et on s'aperçoit en fait que l'épigénétique devient de plus en plus important, parce que quand on a séquencé tous les gènes, on s'est dit on allait pouvoir tout contrôler, ben non finalement. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est tous porteurs de maladies potentielles qui vont s'exprimer ou pas en fonction de si nos gènes vont s'exprimer ou pas. Et c'est votre environnement, votre hygiène de vie, votre alimentation qui va faire que vos gènes vont exprimer des molécules qui vont induire ou pas des maladies ou vous protéger. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que oui, il y a une part génétique, mais loin pas complète. Et ça, c'est les recommandations de l'ESPEN et puis de l'IOIBD, qui est un centre, qui est une association, je vais y arriver, une association des gastro-entérologues. Donc ça, c'est présenté dans les congrès. Et puis, on en revient, et quelqu'un demandait sur les émulsifiants. Et en fait, effectivement, on voit que ils recommandent, donc ça, ce sont des recommandations que vous pouvez trouver sur ces sites. Et ça, c'est vraiment important. Le nombre de patients que nous, on reçoit, et vous êtes exposés sur le site internet, TikTok, Instagram, et tout ce que vous voulez, et vous recevez une multitude d'informations. Et je pense que notre rôle principal, c'est de vous orienter. Bien sûr que c'est important que vous vous informiez, que vous cherchiez des ressources. C'est comme l'analyse du microbiote. Il y a une autre analyse qu'on ne valide pas du tout, on n'a pas parlé, c'est les analyses des IgG, pour savoir si vous êtes intolérant à des aliments. Ça aussi, ça coûte 500 ou 600 francs. Ce n'est pas validé et ça démontre uniquement que vous avez été en contact avec des aliments. Et j'ai eu plusieurs patients qui ont fait ces analyses, qui ne savaient plus quoi manger, qui ont perdu 15 kilos, qui ont été déconditionnés, qui ont arrêté leur travail, etc. Donc attention, quand vous essayez des choses, parlez-en aux spécialistes pour savoir si c'est validé ou pas, et si on va faire des choses qui sont bonnes pour vous ou pas. En tout cas, les mesures des taux des IgG ne sont pas recommandées par nos sociétés savantes.
Donc, vous avez des recommandations qui existent. Allez sur les bons sites, demandez-nous avec des profils en fonction de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, où certains aliments vont être plus ou moins bénéfiques. Donc là, vous voyez les végétaux, les fruits en vert. Pour la colite ulcéreuse, vous avez les oméga 3 pour le poisson. Et puis ceux qui ne sont pas recommandés là, qui sont en rouge, qui ne sont pas forcément les mêmes entre les deux maladies. Donc ça, c'est en plus, après, on fait des recommandations en fonction du stade de la maladie. Là, si vous avez une maladie sténosante, vous allez avoir le droit aux fibres solubles. Par contre, vous n'allez pas avoir le droit, par exemple, à des brocolis, laitues, etc., qui ne sont pas pelés ou autres. Et ça, c'est si jamais vous avez une maladie inflammatoire, on va vous permettre certains aliments et pas d'autres. Donc, on essaie vraiment de cibler en fonction du type de maladie et en fonction du stade de votre maladie, qu'est-ce qui a été démontré ou pas. Et puis, dans certains cas, on est même amené à mettre des nutritions entérales sur sonde. Je vous le présente après. Ça, c'est la pyramide, l'alimentation méditerranéenne. En fait, vous avez la même recommandation de toutes les sociétés de nutrition. On en reste toujours à cette pyramide alimentaire qui est l'alimentation méditerranéenne et qui ne change pas chez la population maladie de Crohn. Bien sûr que en fonction du statut de la maladie, ça c'est pour une maladie, je dirais, en rémission calme, vous avez le droit à tout, mais ça c'est pour nos enfants, comme je vous expliquais, pour éviter, effectivement, en tout cas diminuer, pardon, si on ne va pas éviter, mais si on peut diminuer leur risque de survenue de maladie de Crohn, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est dès l'enfance. Ça c'était... En fait, on regarde aussi, bien sûr, le microbiote. Est-ce que notre alimentation a un impact sur notre microbiote? Et puis, donc, il y a des analyses de microbiote qui sont faites, mais à l'état de recherche, qui ne sont pas faites pour la population générale, et où on verrait effectivement que les patients qui mangent une alimentation méditerranéenne ont un profil avec certaines bactéries qui sont abaissées ou augmentées. Et là, vous connaissez bien, c'est la calprotectine. Donc, évidemment qu'on étudie ce microbiote, mais comme on vous a déjà expliqué, c'est absolument pas recommandé parce qu'on n'a pas de standard. Tous les labos ne le font pas. Je discutais encore avec le directeur d'Unilabs. Pour l'instant, il a toujours refusé de le faire parce que c'est pas validé. Ça se peut que ça se fasse dans 1 an ou 2 ans, mais j'aime bien dire, en l'état actuel des connaissances, il ne faut pas le faire. Mais ça va. Ou d'autres labos sont en train parce que ce sont des recherches qui sont en pleine explosion, mais comme on vous a dit, c'est tellement complexe que si vous le faites, ça coûte cher, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas ce que ça veut dire et on ne sait pas comment vous traiter. Là, c'est pour vous montrer que boissons sucrées et risque de maladie de Crohn. Là, en fait, vous avez la courbe rouge, en fait, qui montre que si vous buvez des boissons sucrées, vous augmentez votre risque. Et là, c'est consommation de jus de fruits naturels, où là, apparemment, ça bouge pas. La courbe est la même. Consommation de gluten. Il n'y a pas, c'est cette courbe-là qui est plate qu'il faut regarder. Il n'y a pas d'influence de la consommation de gluten sur le risque de développer une maladie inflammatoire du tube digestif. Parce que ça aussi, après, quand la maladie est en poussée, etc., on peut en parler, mais en tout cas, attention de ne pas tout se mettre sans gluten, sans lactose, sans fructose, sous FODMAPs, etc., parce que ça induit des carences et ce n'est pas justifié. Là, on en arrive à effectivement, quand vous êtes en poussée, que vous avez une maladie inflammatoire, on est en train de développer des profils de nutrition et on peut être amené en fait à ce qu'on appelle la Crohn's Disease Exclusion Diet. En fait, on l'a démontré chez les enfants, les pédiatres sont bien plus en avance que chez les adultes. Et puis, ils mettaient les enfants, ils leur faisaient stopper toute alimentation, ils les mettaient sous nutrition sur sonde exclusive. Bien sûr qu'on ne peut pas faire ça à vie, surtout chez un enfant, donc ça a duré une phase de 4-5 semaines, et après, ils leur permettaient de manger sous nutrition sur sonde. Et donc ça, c'est l'essai Paradise qui montre effectivement qu'on améliore l'évolution de la poussée
quand on fait de tels procédés, de telles interventions nutritionnelles. Et là, je parle vraiment d'interventions nutritionnelles et plus alimentaires. C'est de la nutrition artificielle et c'est de la nutrition entérale. Et donc, vous avez toute une liste en fait d'aliments sur une autre étude où vous avez les aliments à consommer, ceux à pas consommer. Donc, et puis, on a une autre nutrition qui s'appelle le modulène, qui est aussi sous forme de poudre qu'on peut prendre par la bouche. Ce sont des suppléments nutritifs oraux spécifiques où on a montré en fait que chez les enfants qui prenaient du modulène exclusivement versus corticoïdes, il y avait une efficacité quasi identique versus corticoïdes. Bon, ça, je vais un peu passer, parce que c'est un petit peu compliqué, mais comment on explique que marche ce que je vous ai dit, la diète exclusive avec le modulène? En fait, il y a beaucoup de facteurs, et en fait, on retrouve ce qu'on vous a démontré avant, c'est-à-dire qu'on va agir sur le microbiote, on va agir aussi sur la couche qui protège votre intestin, le mucus. On va agir sur le statut nutritionnel. On sait qu'un patient dénutri a plus de risques de moins bien répondre à un traitement pour une maladie de Crohn. On va agir évidemment sur le système immunitaire. Donc, en fait, le fait d'exclure l'alimentation auquel vous exposez tous les jours, on pense qu'on exclut ce qui est justement ultra transformé, ce qui est peut-être même des bactéries, des antigènes, etc. Et du coup, on passe par une nutrition standardisée, pharmacologique, exclusivement. Ça, c'est pour vous montrer qu'on est même en train de voir, en fait, par exemple, qu'est-ce qu'un régime sans fibres, élevé en acides gras saturés, et puis peut induire sur certaines cibles au niveau de ce qu'on appelle les défensines, c'est-à-dire que ce sont des molécules au niveau de votre système digestif, que, par exemple, le high-fat diet et les maltodextrines vont moduler, en fait, la clairance bactérienne au niveau de vos tubes digestifs, que là, on a les émulsifiants, alcool, alpha-date, qui vont agir sur la perméabilité intestinale. Donc, on est vraiment en train de cibler au niveau alimentation comment ça peut agir au niveau de votre tube digestif et quelle cible on prend. Ça vous a été montré. Vous imaginez bien que c'est complexe, la maladie du tube digestif. Et puis, donc, il y a une dysbiose. Donc, votre microbiote, il y a votre couche de mucus qui protège votre intestin. Il y a les jonctions qui font que votre intestin est imperméable ou perméable à ce qu'il souhaite. Il y a les cellules de Paneth qui est votre système immunitaire. Et il y a la perméabilité intestinale. Et on a des expositions bactériennes, on a des macrophages activés, on a des cytokines inflammatoires, on a aussi des cellules dendritiques qui vont présenter des antigènes. Enfin, tout ça, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et à ce niveau-là, au niveau de la lumière intestinale, il y a les aliments qui agissent et qui sont en interaction avec votre tube digestif. Non, là, je suis mieux en... Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez montré, mais c'est... Votre intestin, quand il est bien, ce sont toutes ces milliers de villosités que vous allez là, intestin grêle normal. Vous voyez ce joli tapis de villosités? Et ça, c'est ce qui fait que vous absorbez et qui démultiplie votre surface digestive. Donc, vous comprenez bien et qui fait qu'on a de mémoire 400 mètres carrés de tubes digestifs. Et puis, quand vous avez une maladie inflammatoire du digestif, vous n'avez plus de villosité. Et puis, vous avez des ulcérations et donc vous absorbez effectivement nettement moins bien. Il y a ce qu'on appelle une entéropathie exsudative. Donc, vous avez des glaires, du sang, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous voyez les villosités, mais si on faisait un microscope d'autant plus grossissant, il y aurait tout ce qu'on vous a montré, les cellules immunitaires, votre microbiote, les cytokines, les médiateurs inflammatoires, le système immunitaire, etc. Et tout ça, c'est concentré dans votre tube digestif. Et ça, c'est justement pour finir avec les émulsifiants, c'est l'étude ADAPT. En fait, c'est une vraie étude randomisée. En nutrition, c'est compliqué de faire les choses randomisées et en aveugle et doser les choses. Donc, ils ont donné à des participants des applications pour exactement calculer le nombre d'émulsifiants qu'ils mangeaient. Ils ont fait un groupe
l'eau émulsifiant, et puis ils ont fait un groupe où ils mangeaient au moins 25% de leur alimentation avec des émulsifiants. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que effectivement le groupe l'eau émulsifiant avait une meilleure réponse clinique sous traitement et une supériorité du régime pauvre en émulsifiant pour obtenir une rémission clinique à 8 semaines, 49% versus 31%, ainsi que pour la réduction de la calprotectine fécale, qui est votre marqueur qu'on suit. Donc effectivement, oui, les émulsifiants dans les produits ultra transformés sont fortement suspects d'induire des modifications au niveau du tube digestif. La Western Diet, que nos ados mangent, je ne sais pas si vous regardez les ados le matin dans le train, mais c'est du Red Bull et des chips, mais c'est vraiment ça. Ils ne savent plus manger. Donc, on est dans cette Western Diet qui, effectivement, rassemble un petit peu tout ça. Et la dernière chose dont on parle aussi, mais ça, il n'y a pas d'études qui étaient montrées dans les congrès, mais ça, on n'a pas encore d'études. Et puis pour nous, c'est difficile de suivre tous les régimes à la mode, parce que vous allez qu'à voir dans les gondoles de librairie de Payot, le nombre d'alimentations, de livres sur l'alimentation, c'est incroyable. Donc c'est très difficile de suivre tout. Mais ça, vous allez en entendre parler. Pour l'instant, on n'a pas d'études. Ça reproduit un petit peu l'alimentation méditerranéenne. C'est le docteur Dan Turner qui a développé ça, mais on est en attente d'études. Ce dont on a peur, c'est que ça provoque des troubles de comportement alimentaire chez nos adolescents et même chez d'autres patients, parce que quand vous faites la Crohn's disease exclusive diet, que vous faites la TSLC, que vous faites le sans gluten, que vous faites le sans lactose, vous ne savez plus quoi manger. Et on se retrouve avec des patients qui ne savent plus quoi manger parce qu'on leur a effectivement donné des indications, mais à un moment T de la maladie. Il ne faut pas oublier, à un moment donné, normalement, une maladie de Crohn calme, on peut tout remanger. Donc, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'adapte en fonction de l'évolution de la maladie inflammatoire du tube digestif et pas rester sur des exclusions qui ont été indiquées à un moment donné, mais qui ne le sont plus. Parce qu'on risque des carences et une dénutrition, et des troubles de comportement alimentaire, et une désocialisation, etc. Donc, on revient sur les lifestyle factors pour la prévention de la maladie inflammatoire du tube digestif. On vous en a parlé, il y a tout ça. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que c'est une maladie multifactorielle, très probablement où l'environnement joue un grand rôle. Et ça, on vous l'a montré. Voilà. Donc, en conclusion, il faut une prise en charge globale du mode de vie des patients. Il faut qu'on s'occupe de nos adolescents. Il faut qu'on recuisine avec eux. Parce qu'effectivement, vous voyez que les parents effectivement travaillent, n'ont plus le temps de cuisiner, donc mal, et l'inflammatoire du tube digestif. Voilà. Donc, si vous voulez passer avec un take-home message, j'aime bien te faire asseoir monter ça. Le risque de rectocolite est associé à l'arrêt du tabac, l'absence d'appendicectomie pour appendicite, et le risque de maladie de Crohn est associé au tabac, régime non méditerranéen, aliments ultra-transformés, Nutri-Score, régime pro-inflammatoire et peu de fibres. Et les personnes présentant un risque élevé de maladie inflammatoire du tube digestif, quels que les apparentés au premier degré des patients atteints, pourraient suivre une alimentation méditerranéenne, des bons Nutri-Score, des aliments non transformés comme outils pour limiter le risque de maladie inflammatoire du tube digestif. Voilà, merci.